Salut à la communauté. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu particulière sur un sujet qui a été maintes fois abordé en développement personnel, mais qui, à mon sens, n'a pas été abordé du tout de la bonne manière et n'a pas été abordé de manière approfondie et surtout connectée avec la réalité. Alors, cette phrase, tu la connais. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Alors, j'entends souvent cette citation. Et cette citation, d'abord, elle vient de qui? Elle vient d'un homme qui s'appelle Jim Rohn, qui aujourd'hui est décédé. Et c'était le mentor de Tom Robbins, donc un entrepreneur et un spécialiste du développement personnel qui a eu cette phrase qui est intéressante et on va l'étudier. Mais on va voir pourquoi cette phrase, en fait, dans 99% des cas, d'après ce que j'ai entendu, elle est tout à fait mal comprise. Alors, qu'est-ce que signifie cette citation? En général, voilà comment on comprend cette citation. Votre entourage influe sur votre manière de penser et d'agir. Votre personnalité est issue de plusieurs composantes, on est bien d'accord. Parmi ces composantes, on va dire qu'il y en a trois principales. Il y a ce qui s'est passé avant la naissance, c'est-à-dire votre génétique, qui va influencer, on va dire grosso modo, entre 10 et 20% de ce que vous êtes. C'est par exemple ce qu'on appelle les traits de caractère. Je vous donne un exemple. Vous pouvez être plus ou moins introverti ou extraverti. Vous pouvez être plus ou moins sensible. Vous pouvez être plus ou moins intelligent. Tout ça, en fait, vous l'avez hérité de vos parents, de vos arrière-grands-parents et ainsi de suite. Même chose pour votre physique. C'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'emprise. Il y a aussi votre passé qui vont déterminer ce que vous êtes aujourd'hui. Votre passé et votre éducation parentale, les choses que vous avez vécues, bonnes ou mauvaises, qui évidemment peuvent aussi avoir une influence sur ce que vous êtes, sur votre personnalité. Là encore, j'estime qu'on est autour de 10 à 20%. Et enfin, il y a votre présent, c'est-à-dire votre environnement et votre entourage au quotidien. Et ça, c'est ce qui va déterminer majoritairement la personne que vous êtes et votre personnalité. En gros, on peut situer votre présent, les choix que vous allez faire au présent, euh, votre environnement direct et votre entourage quotidien. On peut l'estimer autour de 60 à 80% de ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, ce que ça veut dire, c'est peu importe votre bagage génétique, peu importe votre passé, votre éducation, il y a toujours possibilité, on a un libre arbitre, et en fonction des choix qu'on va faire au présent, en fonction de l'environnement dans lequel on évolue au présent, eh bien, on va être déterminé. Donc, vous prenez deux individus avec la même génétique, la même éducation. Il y en a un, vous l'élevez, on va dire, dans une famille aristocrate, où les parents sont millionnaires, vivent dans un château, et prenez ce gamin qui va vivre dans les meilleures écoles, dans des écoles où les frais de scolarité sont de 100 000 euros par an, et vous prenez le même gamin, son sosie, vous le mettez dans une famille pauvre, dans un environnement pauvre, dans une école publique pauvre, avec dans un quartier où il y a 30 à 40% de chômage, où il y a de la délinquance, et en fait, l'environnement va amener des trajectoires de vie et des choix de vie et des personnalités qui peuvent être très différentes. On est bien d'accord? Donc, en gros, grossièrement, c'est quoi votre environnement au présent? Ben, ce sont les amis que vous avez. C'est votre compagnon ou votre conjoint, votre conjointe. C'est votre milieu social, je l'ai déjà dit. Est-ce que vous êtes dans un quartier riche, dans un quartier pauvre? Conclusion de tout ça, c'est que quand on vous dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, il s'agit de vous dire que si vous parvenez à analyser votre entourage, vous allez pouvoir comprendre vos choix, vous allez pouvoir comprendre vos ambitions, vous allez pouvoir comprendre vos objectifs, vous allez pouvoir comprendre vos rêves, vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous agissez de telle ou de telle manière. Et du coup, ça nous emmène à quoi? Ça nous emmène à penser que si vous voulez changer positivement, eh bien, d'abord, vous ne pouvez pas changer votre ADN, on est bien d'accord. Vous ne pouvez pas changer ce qui est déjà passé. Mais par contre, vous pouvez changer votre présent. Vous pouvez lutter contre vos croyances limitantes,
Croyances limitantes qui, je le rappelle, sont issues de votre passé, issues notamment de nos parents. Je vous donne un exemple de croyance limitante, c'est quand dans votre tête, vous, inconsciemment, vous vous répétez: «Je suis trop pauvre pour y arriver. Je suis trop vieux pour trouver un travail ou pour reprendre les études. J'ai des origines étrangères et donc je ne vais pas réussir. Je ne peux pas changer de métier, c'est trop tard. Ou je ne suis pas fait pour les études. Je ne suis pas bon en mathématiques et je ne serai jamais bon en mathématiques.» Vous êtes prisonnier par vos habitudes. Le fait, par exemple, de se lever tard, de vous coucher tard, de ne pas prier si vous êtes croyant, ou de constamment remettre à plus tard ce que vous devez faire. Par exemple, vous allez regarder dans votre lit des vidéos le soir plutôt que de lire un classique de la littérature française ou de lire des livres de psychologie ou des livres sur les objectifs qui vont vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ne jamais épargner, dépenser au lieu d'investir, fumer du cannabis. Et donc, dans toutes ces habitudes, dans toutes ces mauvaises habitudes que vous avez, le meilleur moyen de les changer, puisqu'on ne peut pas changer notre ADN et puisqu'on ne peut pas changer notre passé, eh bien, ça serait de changer radicalement notre environnement. Et ça commence par changer notre entourage. Et donc, quand on entend que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, ça veut dire que vous devriez identifier les personnes qui ont une mauvaise influence sur vous, les personnes qui vont vous empêcher de sortir de ces mauvaises habitudes. Et vous devriez plutôt les remplacer par des personnes qui ont de bonnes habitudes et qui vont vous influencer. Puisque votre entourage a une énorme influence sur vous, alors entourez-vous de bonnes personnes. Par exemple, si vous voulez maigrir, eh bien entourez-vous de sportifs. Si vous voulez arrêter de boire et de fumer, eh bien arrêtez de fréquenter et de voir quotidiennement des personnes qui fument du cannabis ou des personnes qui boivent de l'alcool ou des personnes qui tous les week-ends vont en soirée ou en boîte de nuit pour boire et se déglinguer. Vous voulez sortir de la pauvreté, eh bien essayez de fréquenter des groupes de personnes qui s'intéressent à l'investissement, qui essayent de monter des business, qui essaient d'investir et qui essaient de s'en sortir. Le problème, c'est que quand on comprend mal cette règle de vie qui est que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, quand on comprend mal cette phrase, on commence à avoir une philosophie de vie qui est tordue. Et cet aspect, je l'ai directement vu, je l'ai vu en France et je l'ai vu aussi au Bénin. Parce que, vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'ai travaillé pendant 25 ans et dans mes 25 années de carrière, on va dire les 7 à 10 dernières années, je les ai passées à l'étranger. Et ma dernière expérience, c'était pour l'ouverture d'un hôtel au Bénin, un hôtel 5 étoiles, et j'étais le directeur de cet hôtel. J'étais le directeur, ce qu'on appelle un directeur de préouverture. Et j'ai pu constater en fait les dégâts de cette philosophie de vie. Et avant d'aller plus loin et d'aller plus loin dans cette deuxième partie de la vidéo, j'aimerais vraiment dire qu'il ne faut pas généraliser. Les élites ne sont pas monolithiques. C'est pas parce qu'on est riche qu'on est une mauvaise personne. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est une bonne personne. Ça n'a rien à voir en vérité. Il y a des mauvaises personnes dans tous les groupes sociaux, dans tous les groupes ethniques et dans tous les groupes religieux. On est bien d'accord là-dessus. Donc maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pu observer de par mon expérience professionnelle, en sachant que voilà, j'ai pu côtoyer ces élites, une certaine partie des élites et de l'aristocratie. Et voilà ce que j'en ai tiré. Première chose, c'est que j'entends beaucoup, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, beaucoup de youtubeurs que parfois je suis et que j'apprécie, qui vont vous parler d'investissement et qui vont vous dire, comme ça en fait, ils ne vont pas forcément s'en rendre compte, moi, je ne fréquente que des gens qui ont réussi et qui réussissent dans le business. Je ne fréquente que des gens qui sont riches, car seules ces personnes m'inspirent. Je ne vais pas vous citer le nom de ce youtubeur, mais c'est ce que j'ai entendu. Ce n'est pas le premier que j'ai entendu parler de cette manière. Et vous trouverez de la même manière beaucoup de millionnaires ou de personnes qui sont riches, qui ont un petit peu la même mentalité. D'ailleurs, les youtubeurs qui sont devenus riches en vendant des formations, par exemple, ou en devenant influenceurs, en fait, ils copient. Ce sont souvent des millionnaires qui sont parvenus. C'est-à-dire, parfois, ce sont des personnes qui sont issues de familles modestes et qui sont arrivées grâce à leur business en ligne
à fréquenter des gens qui sont millionnaires, à fréquenter des gens riches, et du coup qui ont adapté la même vision de la vie. Et donc j'ai fréquenté beaucoup de millionnaires qui ont cette philosophie, c'est-à-dire d'avoir autour d'eux un écosystème qui n'est composé que de personnes qui sont influentes et riches comme elles. Et cette mentalité est évidemment à l'origine de ce qu'on appelle le réseautage. Vous savez que le réseautage, c'est lorsque vous êtes dans une grande entreprise et que vous êtes à une position d'influence ou de pouvoir, c'est le fait d'essayer de vous rapprocher. Si vous êtes directeur d'un Sofitel, vous allez faire des connexions avec les directeurs d'un Hilton, avec les directeurs d'un Four Seasons. Vous allez vous lier d'amitié, entre guillemets, avec des vice-présidents, avec des personnes qui sont riches et qui viennent régulièrement visiter votre hôtel. Et l'objectif de ce réseautage, c'est de vous construire un réseau en pensant, en arrière-pensée, et je vais y venir plus tard, de vous dire que peut-être qu'un jour vous aurez besoin de ces gens-là. Donc vous allez les aider, vous allez les inviter au restaurant, vous allez leur rendre service avec, en arrière-pensée, un retour d'ascenseur. Évidemment, c'est le principe de la franc-maçonnerie et de tous les groupes d'influence qui existent. Et quelles sont les conséquences? C'est une des choses qui sont importantes et c'est ce dont je vais parler dans cette partie de la vidéo. D'abord, ces personnes qui choisissent de vivre selon cette philosophie vont finir par vivre en vase clos. Ces individus vont finir par ne plus se mélanger. Ils vont fréquenter constamment les mêmes lieux, les mêmes hôtels, les mêmes restaurants, les mêmes écoles, les mêmes clubs de golf et les mêmes stations balnéaires ou les mêmes stations de ski. Une partie de cette élite, encore une fois, j'essaie de ne pas généraliser, mais je parle grossièrement, la majorité, on est, je pense, dans la loi de Pareto, va finir par développer une forme de mépris pour ceux qui n'ont pas atteint les mêmes objectifs, qui n'ont pas atteint le même niveau de richesse. Pire, ces personnes qui ont réussi ou qui ont des enfants vont faire en sorte que même leurs enfants vont côtoyer des enfants de cette aristocratie. Donc l'idée, c'est de renforcer les liens par des invitations, en se fréquentant, en créant des rencontres, des fêtes, des réceptions. Ce qui va se passer, c'est que, je vous donne quelques exemples, les directeurs de très grandes entreprises vont utiliser constamment des circuits parallèles. C'est-à-dire qu'ils ne vivent plus comme vous et moi. Je vous donne un exemple. Vous, quand vous avez votre passeport qui est périmé, vous allez aller à la mairie, vous allez faire la queue, vous allez remplir un dossier, et puis si vous manque quelque chose, vous allez être obligé de repartir, de reprendre rendez-vous, de revenir, et puis vous allez être obligé d'attendre votre passeport pendant 2, 3 ou 4 semaines. Mais quand l'une de ces personnes qui fait partie de cette élite a besoin d'un passeport, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas aller à la mairie. Elle va appeler le consul ou l'ambassadeur, qui est son ami, et elle va lui demander de l'aider. Et donc le consul ou l'ambassadeur va juste décrocher son téléphone, et il va donner l'ordre à la secrétaire de lui faire un passeport pour cette personne dans la journée. Donc il va rappeler après son copain, il va lui dire, tu sais quoi, tu vas voir telle personne, tu remplis le dossier avec elle et elle va te donner le passeport dans la journée. Quand vous avez un problème avec votre abonnement Free, par exemple, je parle de Free, mais je pourrais parler de n'importe quel autre opérateur, vous êtes obligé de passer par un service client, donc par le téléphone, ou vous êtes obligé d'avoir une conversation avec un robot d'une intelligence artificielle, et puis vous allez tomber sur un agent qui va vous dire, ben voilà, il faut suivre telle ou telle ou telle procédure. D'accord? Et puis, des fois, vous n'allez pas pouvoir résoudre votre problème. Mais quand vous êtes puissant et influent, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous appelez directement le DG de cette entreprise, soit vous allez passer par le directeur IT du groupe, parce que vous le connaissez. Et lui va directement donner les ordres pour que votre problème soit réglé dans l'heure. C'est comme ça que ça se passe. Donc ces personnes-là, ces directeurs de grandes écoles, ces directeurs d'université, ces ministres, ces ambassadeurs, ces DG de grandes entreprises, en fait, au bout d'un moment, ils ne se prennent même plus la tête à passer par les circuits normaux. Ils sont constamment en train de court-circuiter le système. Et pour eux, c'est un fonctionnement normal. Pas besoin de faire la queue, je vais directement avec quelqu'un, donc je vais à la banque, par exemple, quand vous avez un compte premium dans une banque, en fait, vous arrivez et vous voyez que la plupart des personnes, elles attendent au guichet. Moi, avant, c'est comme ça que je faisais, jusqu'à que je découvre les services premium d'une banque. Quand vous êtes au service premium d'une banque, vous appelez soit la DG de la banque, soit la DG du service, il y a un service client pour les VIP, et elle va vous dire,
eh ben, soit elle va vous dire, ben, moi je viens directement vous voir, soit elle va vous dire, ben, vous passez à l'heure que vous voulez, et puis donc vous ne faites pas la queue, vous montez directement dans l'étage. Généralement, il y a un étage qui est réservé aux VIP avec une petite machine à café, quelqu'un qui vient vous servir des gâteaux. Vous vous asseyez, la personne elle sort, elle vous fait rentrer directement dans son bureau et vous réglez tout directement avec elle. Vous avez besoin de 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, vous allez les avoir. Alors que si vous passez dans une banque normale en tant que client normal, vous êtes d'accord que vous n'allez pas du tout avoir le même service. Donc, un autre exemple, vous cherchez un poste. Comment vous faites quand vous cherchez un travail? Vous êtes une personne normale. Bah, vous envoyez 50 ou 100 CV et puis vous espérez que vous allez trouver, qu'on va bien vouloir vous répondre ou que vous allez pouvoir décrocher un entretien. Donc, vous envoyez 50 à 100 CV. En général, vous avez 1, 2 ou 3% de chance de décrocher un entretien. Ça, c'est le circuit normal, d'accord? Donc, il faut avoir des CV, il faut mettre une belle photo et puis il faut avoir une expérience professionnelle. En fait, pour certaines personnes, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous êtes une personne influente ou lorsque vous êtes le fils d'une personne influente, qu'est-ce qui se passe? Soit votre père va appeler directement le DG d'une entreprise et va lui dire, bon voilà, j'ai mon fils, il est en train de chercher un travail, est-ce que tu n'as pas quelque chose pour lui? Voilà, il a tel diplôme, tel diplôme. Et ce qui va se passer, c'est que dans les 2 jours, votre fils va être convoqué pour un entretien qui ne va pas être un entretien, en vérité, ça va être une discussion cordiale, et puis vous allez pouvoir décrocher le poste. Et dans le monde de la politique, et là je ne parle pas seulement de l'Afrique, je parle aussi en France, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il y a des postes qui sont réservés aux amis ou aux enfants des ministres, ou les amis du directeur de tel ou tel groupe dans lequel vous travaillez. Et c'est constamment. Et c'est pour ça que quand vous regardez le nom de quelques grandes familles, on va prendre les 200 ou 3 grandes familles qui font la politique dans le tout Paris, eh bien, en fait, vous regardez que dans la plupart, si vous preniez un panel de toutes les grandes entreprises, de tous les grands cabinets ministériels, de tous les grands postes importants, vous remarqueriez qu'à un moment, pour les postes élevés, eh bien, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent. Donc ça devient une sorte de caste, une sorte de noblesse qui se transmet le pouvoir par l'hérédité. Donc on vous parle de méritocratie, on n'est déjà plus dans la méritocratie, ni en France, ni en Afrique. Pourquoi? Parce que les élites africaines, en vérité, sont des élites qui ont été cooptées souvent par des élites françaises et qui adoptent exactement le même fonctionnement. Donc, quand vous êtes à un niveau élevé, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, étant donné qu'il y a un retour d'ascenseur, lorsque vous devez recruter quelqu'un ou lorsque vous devez prendre un prestataire, par exemple une entreprise de nettoyage ou une entreprise de consulting, vous n'allez pas pouvoir choisir vous-même l'entreprise. Vous n'allez pas pouvoir choisir vous-même les personnes, forcément vos collaborateurs. Il y a une partie, pas tous, une petite partie, ils ne sont pas nombreux, donc il n'y a pas besoin d'occuper tous les postes. Une petite partie, 2, 3, 4% des postes dans certaines entreprises, dans certains ministères, qui vont être réservés pour les enfants ou les proches de ces personnes. Donc on va vous imposer des noms, on va vous imposer de signer des contrats avec certaines entreprises parce que les DG de ces entreprises, eh bien, sont des amis de personnes qui sont proches du pouvoir. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, cette élite va finir par s'appauvrir. Mais au bout d'un moment, quand on fonctionne en vase clos, on finit par avoir une sorte d'endogamie, on finit par avoir un système de caste. Et au final, je ne sais pas, je vous dis ça comme ça, mais 80%, 60 et 80% de cette élite ne doit sa position non pas parce elle a réussi, elle était plus intelligente, parce qu'elle était plus méritante, mais tout simplement parce qu'elle avait le bon réseau, les bonnes connaissances et les bons retours d'ascenseur. Et c'est ainsi que se forme, lentement mais sûrement, une oligarchie qui finit par s'accaparer tous les postes, tous les contrats et toutes les richesses d'un pays. Les concours, les meilleurs postes, les meilleurs contrats ne sont pas donnés aux meilleurs, mais sont dès le début réservés à des amis ou à des initiés. Évidemment, vous ne le savez pas. Pour le savoir, il faut que vous passiez de l'autre côté. Alors, oui, nous sommes la moyenne des gens qui nous entourent. Mais attention à ne pas faire de contresens. Ça ne signifie pas qu'il faut constituer une caste qui va s'accaparer tous les postes, qui va prendre la direction des entreprises, qui va prendre tous les contrats ou tous les appels d'offres, et puis finir par mépriser ceux qui ne sont pas au même niveau. Désolé, j'ai fait une faute d'orthographe.
il ne faut pas finir par rentrer justement dans cet entre-soi et se couper des réalités du monde et de la souffrance des plus faibles. Il ne faut surtout pas finir par croire que votre réussite ne tient qu'à vous et à votre talent qui serait inné. Parce que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles appartiennent à une élite, elles ont oublié en fait d'où elles viennent et pourquoi elles sont à ce poste-là, à ce niveau de réussite. Et elles oublient que c'est en grande partie grâce à leur réseau, grâce à leurs connaissances, grâce à des passe-droits au final. Je t'invite au restaurant juste pour créer des liens avec toi, mais pas parce que je t'apprécie réellement. D'ailleurs, dans cette caste et dans cette aristocratie, il y a énormément d'hypocrisie. Et pour avoir côtoyé certaines de ces personnes, au final, moi, je les ai trouvées assez fades, assez vides, assez ennuyeuses. Et j'ai remarqué que c'était des personnes qui ne parlent constamment que d'elles. C'est vraiment, en fait, des conversations qui sont puériles. Et toute la vie tourne autour du paraître et de ce qu'elles possèdent. Et comme ces personnes qui ont du pouvoir et de l'argent ne sont en général attirées que par des courtisans qui eux-mêmes sont attirés par ces personnes parce qu'elles espèrent à un moment donné avoir un retour d'ascenseur, eh bien, ces courtisans vont boire leurs paroles, ces courtisans ne vont cesser de leur jeter des fleurs, ces courtisans ne vont jamais les contredire. Et au final, du coup, ces personnes qui ont de l'influence et du pouvoir et de la richesse, elles vont finir par développer, pour certaines, une sorte de mégalomanie. Elles ne parlent que d'elles-mêmes, elles sont incapables d'écouter les autres, elles sont incapables d'avoir des conversations profondes et elles deviennent futiles. Et toute leur conversation se limite à se montrer. J'ai fait ça, je suis ça. Et force est de constater que l'on trouve souvent ce défaut chez les hyper riches, mais aussi de plus en plus évidemment chez les influenceurs et évidemment chez des managers qui ont atteint un très haut niveau de responsabilité. Ces personnes ont fini par développer une philosophie de la vie qui est basée uniquement sur des relations matérielles, sur l'argent et sur la réussite. Et c'est comme ça qu'elles comprennent l'expression « tu n'es que la moyenne des 5 personnes qui t'entourent ». Et quand elles comprennent ça, ça ne veut pas dire « il faut que je m'entoure avec de personnes qui sont sages, de personnes qui sont généreuses, de personnes qui sont bienveillantes, de personnes qui sont pieuses ». Non, en fait, ça veut dire « je ne vais m'entourer que des personnes qui sont riches, puissantes et qui peuvent m'apporter quelque chose ». D'où l'importance d'avoir une vision équilibrée de la vie pour ne pas tomber dans ce piège-là et de privilégier en priorité, oui, tu es la moyenne des 5 personnes qui sont autour de toi, mais privilégie donc de bonnes personnes. Entoure-toi de personnes, qu'elles soient riches ou pauvres, ce n'est pas important, mais de personnes qui ont une sagesse et qui ont une compréhension équilibrée du monde. À la fois le monde matériel, ça c'est quelque chose qui est important, je suis d'accord, mais aussi une compréhension du monde qui est spirituel. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo, vous l'aurez trouvée intéressante. Je vous invite à réagir dans les commentaires, à la liker et évidemment à la partager au maximum autour de vous. Cette chaîne a besoin de décoller et je ne pourrais pas décoller si je n'ai pas votre soutien. Allez, on se revoit dans quelques jours pour une autre vidéo de ce genre. Ciao!